Chloé Dubois les vit par la fenêtre à 15 heures précises, alors qu'elle finissait son thé chaud et pensait que le pire de sa vie était enfin derrière elle. Les loups se tenaient en demi-cercle devant le perron du dispensaire rural. 10, non, 12 silhouettes se découpant sur la neige d'un blanc aveuglant. Ils ne hurlaient pas, ne grognaient pas, ne bougeaient même pas vraiment. Ils se contentaient de fixer la porte du dispensaire, comme s'ils savaient quelque chose d'essentiel qu'elle ignorait. Chloé resta figée, sa tasse à la main. Une goutte de thé brûlant tomba sur son poignet, mais elle ne sentit même pas la morsure de la chaleur. Des loups. De vrais loups à 2 mètres de sa porte, dans ce village en Provence où elle s'était réfugiée 6 mois plus tôt pour fuir sa vie parisienne, fuir la trahison, sa propre stupidité, et l'homme qu'elle avait tant aimé qu'elle avait failli s'y perdre. Mon Dieu, pourquoi toutes les mauvaises choses n'arrivent qu'à moi? Pensa-t-elle, avant d'avoir immédiatement honte de cette pensée. Chloé Dubois n'était pas une pleurnicheuse. Les pleurnicheuses, c'étaient ses anciennes amies de la capitale, qui se lamentaient pour un ongle cassé ou un kilo en trop. Mais elle, fille de médecin de campagne, diplômée de médecine avec mention, savait encaisser les coups. Seulement, cette fois, le coup était étrange, poilu, plein de crocs et totalement inexplicable. Le téléphone vibra sur la table. Chloé l'attrapa, sans quitter la fenêtre des yeux. C'était Manon Lefebvre, son infirmière, qui devait à cet instant revenir de l'hôpital de campagne avec une nouvelle livraison de médicaments. « Chloé, t'es où ? On est coincé près du virage pour le hameau voisin. Il y a une neige épaisse, c'est incroyable. Stéphane Moreau est parti chercher son tracteur pour nous sortir de là. On sera là dans 1 heure, peut-être un peu plus. Ça va, t'es vivante ? » La voix de Manon était enjouée, comme toujours. Cette tornade rousse de 24 ans parvenait à garder son optimisme même lorsqu'ils étaient à court d'analgésiques et que le vieux Jean Durand arrivait avec un limbago carabiné. Manon, j'ai. Chloé hésita, réalisant à quel point ses prochains mots sonneraient de manière insensée. J'ai des loups autour du bâtiment. 12, peut-être plus. Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Puis Manon laissa échapper un petit rire. Chloé, t'as commencé le vin chaud dès le matin. Quel loup ? Des vrais, Manon. Des gris, des grands. Ils sont devant le perron et ils regardent la porte. Nouvelle pause, puis la voix de Manon, sérieuse cette fois. Tu plaisantes pas. Merde, écoute, ferme tout à double tour, ne sors sous aucun prétexte. Je vais appeler Léo, qu'il prévienne un garde-chasse. Attends, Manon, ils ne font rien. Ils sont juste là. Ouais, ils sont là. Et puis d'un coup, bonjour les dégâts. Chloé, t'es folle ou quoi? Ce sont des loups. Chloé raccrocha et regarda de nouveau par la fenêtre. L'un des loups, le plus grand, avec une fourrure presque noire sur la nuque, fit un pas en avant et leva la tête. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre, et Chloé sentit un frisson étrange la parcourir. Pas de la peur, non, autre chose. Comme si cet animal essayait de lui dire quelque chose. Je suis définitivement en train de devenir folle, murmura-t-elle à voix haute avant de s'éloigner de la fenêtre, décidée à suivre le conseil de Manon et à vérifier toutes les portes. Le dispensaire rural était modeste, 3 pièces, une petite pharmacie, un cabinet de consultation et une arrière-salle où Chloé vivait, car louer un logement séparé dans un village de 200 âmes aurait été absurde. Le bâtiment était ancien, datant d'avant-guerre, mais solide. Les portes en chêne, les serrures fiables. Elle venait de pousser le verrou de la porte d'entrée quand elle entendit un grincement provenant de la porte de service. Chloé se figea. Le grincement se répéta. Puis un bruit sourd retentit, comme si quelque chose de lourd venait de tomber sur le plancher en bois. Son cœur fit un bond. Elle attrapa la première chose qui lui tomba sous la main sur la table, un vase en verre contenant des branches de sorbier séchées, un cadeau de Monique Rousseau, une voisine. Elle s'avança lentement vers l'arrière-salle. La porte était entr'ouverte, alors que Chloé était certaine de l'avoir fermée au loquet le matin même. La poussant du bout de sa chaussure, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et suffoqua. Sur le sol, sous une vieille table en bois, une patte ensanglantée repliée sous elle, gisait une louve. Elle était maigre, épuisée, sa fourrure emmêlée par plaques, et sur sa patte arrière, la marque terrible d'une blessure déchiquetée, un piège à loup. Chloé avait déjà vu de telles blessures lorsqu'elle avait fait un stage dans une clinique vétérinaire pendant ses études. L'animal la fixait de ses yeux jaunes,
où se lisait à la fois la douleur, la méfiance, et autre chose encore. Une supplication. Grand Dieu! Souffla Chloé en s'accroupissant, posant le ridicule vase par terre. La louve eut un soubresaut, mais se figea aussitôt. Elle n'avait même plus la force de tenter de fuir. C'est donc pour ça qu'ils sont là? Murmura Chloé. Et à cet instant, tout devint clair. La meute était venue chercher l'une des leurs. Ils n'attendaient pas devant la porte pour attaquer. Ils protégeaient leurs blessés. Quelqu'un avait traîné la louve jusqu'à des humains, espérant de l'aide. Qui? Un braconnier pris de pitié? Un chasseur local? Ou peut-être la meute elle-même, guidée par un instinct incompréhensible pour l'homme, l'avait conduite ici, sachant que dans ce bâtiment, on aidait ceux qui souffrent. Chloé secoua la tête, ses pensées s'embrouillaient, mais une chose était certaine, il fallait agir, et vite. Elle sortit son téléphone et rappela Manon. « Écoute, j'ai une louve blessée à l'intérieur, avec un piège à loup sur la patte. La meute est venue pour elle, tu comprends? J'ai besoin d'aide. » Cette fois, Manon ne plaisanta pas. « T'es complètement taré, Chloé? Sors de là immédiatement. C'est un animal sauvage. Manon, elle va mourir. Elle va développer la gangrène, si ce n'est pas déjà fait. J'ai besoin d'instruments. D'antibiotiques, d'analgésiques. Chloé Dubois, tu m'entends? Ne la touche pas. J'appelle Léo, qu'il s'en occupe. C'est le garde-chasse. C'est son travail. Léo sera là dans 2 heures. La louve ne tiendra pas jusque-là. Manon, s'il te plaît. Tu te souviens, à Paris, quand j'étais à l'hôpital après. Cette histoire, tu m'as dit que je pouvais t'appeler à n'importe quel moment. Eh bien, je t'appelle. Manon se tut. Chloé l'imagina, quelque part dans la neige épaisse, sa frange rousse dépassant de son bonnet, et dans ses yeux verts, le bon sens luttant contre la loyauté. La loyauté l'emporta, comme toujours avec Manon. Merde, Chloé, je savais que tu me ferais faire une crise cardiaque un jour. D'accord. Dès que Stéphane sort la voiture, j'arrive. Mais si tu te fais mordre, je te jure que je te tue moi-même, compris? Chloé sourit, malgré la gravité de la situation. Compris. Dépêche-toi. Elle raccrocha et regarda à nouveau la louve. L'animal respirait lourdement. De la salive s'écoulait de sa gueule. Mauvais signe. Bon, ma belle, dit doucement Chloé en se levant. Je vais essayer de t'aider. Mais si tu me mords, Manon va vraiment me tuer. Alors, mettons-nous d'accord. Tu restes tranquille, et je fais mon travail. La louve la suivit du regard tandis que Chloé se dirigeait vers le cabinet pour chercher des médicaments. Ses mains tremblaient en remplissant une seringue de kétamine. Elle n'avait travaillé que 3 mois dans cette clinique vétérinaire en 3e année, mais les gestes lui restaient. L'important était de bien calculer la dose. La louve devait peser 25 kilos, pas plus. Épuisée, déshydratée. Chloé opta pour une dose plus faible que pour un chien du même poids, y ajouta de la xylazine pour une meilleure sédation et, prenant son courage à 2 mains, retourna dans l'arrière-salle. « Mon Dieu, aidez-moi » murmura-t-elle en s'accroupissant près de la louve. L'animal se tendit, ses babines se retroussèrent, dévoilant des crocs blancs. « Doucement, doucement, je veux juste t'aider. » Chloé parlait d'une voix douce, comme elle le faisait autrefois avec les patients de son cabinet médical de ville, avec les enfants qui avaient peur des piqûres. Sa main s'avança lentement vers le garrot de la louve. Celle-ci tressaillit, mais ne mordit pas. « C'est bien, ma belle. » Chloé palpa le muscle, et d'un mouvement rapide et précis, enfonça l'aiguille et pressa le piston. 1 minute plus tard, la louve commença à se détendre. Ses yeux jaunes devinrent vitreux, sa tête s'affaissa sur ses pattes. Chloé expira. La première étape était franchie. Maintenant, il fallait retirer les restes du piège et soigner la plaie. Elle apporta du cabinet tout le nécessaire, antiseptiques, bandages, ciseaux, pinces, antibiotiques. Les dents métalliques du piège s'étaient enfoncées profondément, déchirant les tissus mous et exposant l'os. Chloé serra les dents. Il lui fallait une main ferme, mais les siennes tremblaient encore. Pas de peur, non, à cause des souvenirs. La dernière fois qu'elle s'était assise ainsi par terre,
ce n'était pas dans un dispensaire de village, mais dans un luxueux appartement parisien, ramassant les débris d'un vase brisé et essayant de comprendre comment sa vie avait pu se transformer en ruine en une seule soirée. Chloé, ne sois pas stupide. Je t'ai expliqué. Avec Valérie, c'est juste du sexe, il n'y a aucun sentiment. Tu es une femme intelligente, tu devrais comprendre. La voix de Nicolas, son Nicolas, avec qui elle avait vécu 3 ans, était agacée, comme si elle faisait une scène pour rien. Elle se tenait là, son téléphone à la main. Valérie, sa collègue, lui avait envoyé des photos de la nuit qu'ils avaient passée ensemble, et ce, dans le lit même où Chloé se réveillait chaque matin. Juste du sexe. 3 mois, dans notre lit. Sa voix tremblait, non de larmes, mais d'une rage qui montait des profondeurs de son ventre. Chloé, n'en fais pas un drame. Je t'aime, sincèrement. Valérie, c'est juste pour décompresser. J'ai un travail stressant, tu le sais. Un travail stressant, répéta Chloé avant de lancer le téléphone contre le mur. Nicolas sursauta. En 3 ans, il ne l'avait jamais vu ainsi. J'ai trimé pendant mes études de médecine, puis 3 ans dans un cabinet à sauver des gens, pour un salaire de misère, avec des gardes de nuit. Tu crois que mon travail n'est pas stressant? Pourtant, je ne cours pas coucher avec le premier venu. Voilà, la crise d'hystérie commence. Nicolas leva les yeux au ciel et attrapa sa veste. Je m'en vais. J'ai une réunion. Quand tu te seras calmé, on parlera comme des adultes. Il était parti, et Chloé était restée, au milieu de sa vie en ruine. Le vase était tombé et s'était brisé. Ce vase qu'ils avaient choisi ensemble dans un marché aux puces locales, riant du fait qu'il coûtait l'équivalent de 3 de leur salaire. Elle s'était accroupie, avait commencé à ramasser les morceaux et avait soudain compris, il n'y avait rien à ramasser. Tout était brisé, et rien ne pourrait être recollé. Une semaine plus tard, elle démissionnait du cabinet, 2 semaines après, elle louait une modeste chambre d'hôtel, et 1 mois plus tard, elle voyait une annonce, recherche médecin pour dispensaire rural, région du Limousin, village en Provence. Nicolas l'avait appris, avait appelé, hurlant dans le téléphone. Tu es devenue folle? Dans un village? T'es normale, Chloé? Allez, parlons-en. Je me suis excusé. Elle avait raccroché sans le laisser finir et avait acheté un billet pour un car régional. Et, t'es où? La voix de Manon la ramena à la réalité. Chloé sursauta. Elle était tellement absorbée par ses souvenirs qu'elle n'avait pas remarqué qu'elle avait nettoyé la plaie et posé un pansement. La louve gisait sous anesthésie. Sa respiration était régulière, son rythme cardiaque normal. Je suis là, répondit Chloé en se relevant. Dans l'arrière-salle. Manon fit irruption dans la pièce, le visage rouge de froid et d'inquiétude. Dans ses mains, une boîte de médicaments. En voyant la louve, elle se figea. Tu l'as vraiment fait? Je l'ai fait. La blessure est profonde, mais avec de la chance, ça ira. J'ai injecté un antibiotique à large spectre, nettoyé, pensé. Elle devrait se réveiller dans 1 heure. Manon s'accroupit à côté, toucha prudemment la fourrure grise. Elle est magnifique. Maigre, la pauvre, mais si belle. Manon, ils sont toujours là? Demanda Chloé en désignant la porte. Manon se leva, regarda par la fenêtre. Ils sont là. Merde, Chloé, c'est surréaliste. Des loups à 1 mètre de la porte qui ne bougent pas. Ils attendent. Chloé se lava les mains, les essuya avec une serviette. Ils sont venus pour elle. Tu crois qu'ils comprendront qu'on l'a aidée? Je ne sais pas, Manon. Mais on ne peut pas rester enfermé ici éternellement. Tôt ou tard, il faudra ouvrir cette porte. À ce moment, un bruit de moteur se fit entendre dehors. Une Citroën 2CV de gendarmerie s'arrêta. Suivie d'une autre voiture, ressemblant à une ambulance. Manon renifla. Ah! La cavalerie arrive. Quelqu'un a dû cafeter. Par la fenêtre, on voyait des gens sortir des voitures. 2 gendarmes en épais manteau, Lucas Leroy, un infirmier de l'hôpital de campagne, et le cœur de Chloé se serra. Léo Mercier, le garde-chasse local, grand, les épaules larges, vêtu d'une veste de camouflage et d'un bonnet de fourrure. Léo vit les loups et s'immobilisa. Même de loin, on pouvait voir ses épaules se raidir.
Les gendarmes restèrent également figés, n'osant pas sortir de leur véhicule. Lucas, un jeune homme d'une vingtaine d'années toujours en panique, se colla à la vitre, les yeux ronds comme des soucoupes. Manon ouvrit une petite fenêtre et cria « Léo, ne tirez pas. On a une blessée à l'intérieur, ils sont là pour elle. » Léo leva la tête, croisa le regard de Chloé à la fenêtre. Leurs yeux se rencontrèrent, et Chloé ressentit la même chose que toujours en voyant cet homme. Un mélange de chaleur, de gêne et d'une légère irritation face à l'effet qu'il avait sur elle. En 6 mois de vie au village, Léo était devenu, sinon un ami, du moins une personne sur qui on pouvait compter. Il l'avait aidé à déménager ses meubles dans le dispensaire, avait réparé une serrure cassée, et une nuit, avait sorti sa Renault 4 de la neige épaisse alors qu'elle revenait de chez une femme qui venait d'accoucher dans un village voisin. Grand, silencieux, avec des yeux bruns sérieux et l'habitude de regarder les gens droit dans les yeux, sans détour. Au village, on disait que Léo avait été marié. Sa femme l'avait quitté pour un autre, emmenant leur fille à Paris. Depuis, il vivait seul dans une maison de campagne en lisière de forêt et ne regardait personne, jusqu'à l'arrivée de Chloé. « Elle est vivante ?» cria Léo, sans élever la voix. Il élevait rarement la voix. « Vivante. On l'a pensé, on lui a injecté un antibiotique. Elle devrait reprendre conscience dans 1 heure, répondit Chloé. Léo hocha la tête, puis, lentement, très lentement, il sortit de sa voiture. Les loups se tendirent. Le chef de meute fit un pas en avant, mais ne grogna pas. Léo se tenait là, immobile. Les bras le long du corps, son fusil dans la main droite, mais le canon pointé vers le bas. Les gendarmes ne sortaient pas de leur voiture. L'un d'eux, Bernard Martin, le plus âgé, entr'ouvrit sa fenêtre. « Léo, vous êtes fou ? Il y a toute une meute. »« Je vois, Bernard, je vois, » répondit calmement Léo. « Mais ils n'attaquent pas, vous voyez, ils attendent. » Chloé regarda Léo faire un pas en avant. Puis un autre. Les loups se figèrent. Le chef leva la tête, renifla l'air. Il y avait environ 5 mètres entre l'homme et les bêtes. « Mon Dieu, Léo, arrête !» murmura Chloé, serrant le rebord de la fenêtre si fort que ses doigts blanchirent. À côté d'elle, Manon retenait son souffle. Léo s'arrêta à 2 mètres du chef, s'accroupit, un geste non de menace, mais de respect. Le chef le regarda pendant quelques secondes, puis tourna la tête vers la porte du dispensaire et poussa un grondement sourd, très doux, pas menaçant. Plus comme une question. « Elle est à l'intérieur, » dit Léo. Et bien que les loups ne pussent comprendre les mots, il y avait dans sa voix quelque chose qu'ils semblèrent saisir. On l'a aidée. Elle sortira bientôt. Le chef de meute se retourna, regarda sa meute. Quelques loups reculèrent d'un pas. Léo se releva lentement et se dirigea vers la porte du dispensaire. Chloé l'ouvrit en grand avant même qu'il n'ait eu le temps d'atteindre la poignée. « Ça va ?» demanda Léo en franchissant le seuil. Elle hocha la tête. « Oui. Et toi ? Léo, tu es normal ? » T'approcher de loup sauvage à 2 mètres. Il haussa les épaules. « Vous avez bien vu. Il n'attaque pas. Chloé, montre-la-moi. » Il allèrent dans l'arrière-salle. Léo s'accroupit près de la louve, passa une main au-dessus de la blessure sans la toucher. Le piège est vieux, à en juger par la trace. Elle a dû s'y prendre il y a 1 semaine. « Qui l'a amenée ici ? » demanda Chloé. Léo leva la tête, la regarda. « Je ne sais pas, mais certainement pas les loups. Ils n'auraient pas pu ouvrir la porte. Donc, quelqu'un a trouvé la louve blessée et nous l'a amenée. On dirait. Il y a des braconniers dans le coin, je le sais. Peut-être l'un d'eux, ou un chasseur. Pris de remords. Poser des pièges à loups est illégal. Celui qui l'a posé a enfreint la loi. Celui qui l'a amené ici a tenté de réparer. » Manon, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, ricana. Version romantique. Ou peut-être que quelqu'un a eu peur que si la louve crevait ici, la meute raserait le village. C'est une autre possibilité, concéda Léo. Et Chloé remarqua le coin de ses lèvres s'étirer. Presque un sourire. Léo souriait rarement, mais quand il le faisait, il devenait tout autre, plus jeune, plus doux. Elle avait 32 ans, lui 29. Mais parfois,
on aurait dit qu'il avait vécu plus longtemps qu'elle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Chloé. Léo réfléchit. On attend qu'elle se réveille. Ensuite, je la porterai sur le perron. Si la meute la reprend, tant mieux. Sinon, il faudra l'emmener dans un refuge. Quel refuge? S'étonna Manon. Il y a un centre de réhabilitation pour animaux sauvages au chef-lieu de canton. Ils y recueillent parfois des animaux blessés. Des loups, c'est rare, mais ça arrive. Chloé hocha la tête. D'accord. Alors, il ne reste plus qu'à attendre. Léo la regarda, un regard long, attentif, qui lui réchauffa la poitrine. Chloé, tu as été formidable. Tout le monde n'aurait pas pris ce risque. Allons, dit-elle en détournant les yeux, j'ai juste fait mon travail. Ton travail, c'est les gens, pas les loups, remarqua Léo. Et il y avait dans sa voix quelque chose qui ressemblait à de la tendresse. Manon renifla. Bon, assez de roucoulade, je vais faire un café. Les gendarmes doivent être gelés, il faut leur offrir quelque chose. L'heure suivante se passa dans une attente étrange et tendue. Les gendarmes n'osèrent toujours pas sortir de leur voiture. Les loups ne partirent pas, continuant de former leur demi-cercle. Manon distribuait du café. Léo restait assis en silence près de la louve, vérifiant son pouls de temps en temps. Chloé arpentait nerveusement le cabinet, jusqu'à ce que Lucas, l'infirmier, jette un œil par la fenêtre et demande « Chloé, je peux entrer ?» Ça commence à puer dans la voiture. Bernard n'arrête pas de fumer. « Entre », autorisa Chloé en ouvrant la porte. Lucas se faufila à l'intérieur, s'efforçant de ne pas regarder les loups, bien que la curiosité le dévorât. C'était un jeune homme petit et bouclé, au visage enfantin et à l'expression éternellement coupable. Mon Dieu, quelle montée d'adrénaline. Je pensais venir te chercher, et je tombe sur des loups. Bernard voulait tirer. Je l'ai à peine convaincu de ne pas le faire. Merci, Lucas. Chloé lui sourit. Lucas était un garçon gentil, bien qu'horriblement peureux, mais serviable. Dis, c'est vrai que tu as fui Paris pour échapper à un riche fiancé? Demanda Lucas en se tapant sur les genoux pour se réchauffer. Manon renifla. Lucas, quel fiancé? Chloé a fui un salaud qui l'a trompé pendant 3 ans. Manon. La réprimanda Chloé, mais Manon ne fit qu'un geste de la main. Oh, ça va, ici tout le monde sait tout. Dans un village, il n'y a pas de secret. Léo leva la tête de la louve, regarda Chloé d'un air interrogateur, mais sans jugement. Elle soupira. C'est une longue histoire. On a le temps, dit Léo. Et Chloé raconta. Elle parla de Nicolas, un avocat brillant aux manières parfaites et aux principes de fidélité tordus, de comment elle avait vécu 3 ans dans l'illusion du bonheur, jusqu'au jour où son téléphone avait vibré sur la table et où elle avait vu la photo. De comment Nicolas s'était justifié, disant que tout le monde vivait comme ça, que c'était moderne, qu'elle était démodée avec ses notions bourgeoises de l'amour. Il a dit que je dramatisais, ricana Chloé. Que l'infidélité, c'était juste du sexe, sans sentiment, et que je devais être au-dessus de ça. Mais j'ai compris que je ne voulais pas être au-dessus. Je veux être avec quelqu'un pour qui je suis la seule. Et si pour ça, je dois quitter Paris pour un village où il y a plus de vaches que d'habitants, alors je le ferai. Et je l'ai fait. Manon posa une main sur son épaule. Et tu as bien fait. Tu sais, en ville, une histoire sur 2 est comme ça. Les filles supportent, pardonnent, et se retrouvent à 40 ans sans rien. Toi, au moins, tu t'es tiré à temps. Lucas secoua la tête. C'est dingue. Chloé, il a essayé de te récupérer? Il a essayé. Appel, message, il a même menacé de venir ici. Puis il a arrêté, il a dû en trouver une nouvelle. C'est un idiot, lâcha brièvement Léo, et Chloé sentit ses joues rougir. Léo se leva, épousseta ses genoux. Elle se réveille. La louve agita une patte, sa tête se souleva. Ses yeux jaunes s'ouvrirent, troubles mais vivants. Elle essaya de se lever, chancela. Léo recula d'un pas. Calme-toi, ma belle. Personne ne te fera de mal. La louve le regarda, puis Chloé, puis la porte, comme si elle comprenait ce qu'elle devait faire. Elle se dressa sur 3 pattes,
gardant la blessée près de son ventre, et lentement, pas à pas, se dirigea vers la sortie. Chloé ouvrit la porte. L'air froid s'engouffra à l'intérieur. Avec lui, une odeur de neige, de forêt et de quelque chose de sauvage, de primitif. La louve sortit sur le perron, s'arrêta. La meute se figea. Le chef s'avança, renifla l'air, puis gronda doucement, très doucement. La louve répondit par un son tout aussi bas, presque un gémissement. Le chef s'approcha, toucha son museau du sien. Les autres loups s'approchèrent un par un, la saluant, la reniflant, la léchant. Cela ressemblait à une réunion de famille. Chloé se tenait sur le seuil, incapable de détacher son regard. Léo était à côté d'elle, sa main se posa involontairement sur son épaule. Un geste protecteur, instinctif. Elle ne le repoussa pas. Derrière eux, Manon renifla. Merde, on se croirait dans un film. Il ne manque que les larmes. Le chef de meute leva la tête, regarda droit vers Chloé. Dans ses yeux, elle crut voir de la gratitude, ou peut-être le reflet de ses propres fantasmes. Il se retourna, et la meute s'éloigna lentement vers la forêt. La louve marchait au centre, soutenue des deux côtés. Une minute plus tard, ils disparurent entre les arbres, ne laissant que des traces sur la neige et un silence si complet qu'il en était assourdissant. Ça alors? Souffla Lucas. Bernard sortit la tête de sa voiture. Ils sont partis? Définitivement partis, confirma Léo. Sa main était toujours sur l'épaule de Chloé, et elle en prit soudain conscience, reculant d'un pas. Léo retira sa main comme s'il s'était brûlé. Léo, il faut faire un rapport, cria Bernard, sortant enfin de sa voiture. Quel rapport? Demanda Chloé, lasse. Ben, des bêtes sauvages dans une zone habitée, menace pour la population, tout ça. Léo secoua la tête. Bernard, quelle menace? Ils sont venus, ils ont récupéré la leur et ils sont partis. Ils n'ont touché personne. Et s'ils avaient touché quelqu'un? Mais ils ne l'ont pas fait, intervint Manon. Bernard, évitons la paperasse. On a déjà assez de travail comme ça. Bernard se gratta la nuque. D'accord, mais je le signalerai oralement à mes supérieurs. Au cas où. Les gendarmes partirent. Lucas retourna à l'hôpital de campagne. Il ne restait plus que Léo, Chloé et Manon. Manon bâilla. Chloé, je rentre à la maison. D'accord. Je suis épuisé. Vas-y, Manon. Merci pour tout. Manon la serra dans ses bras. De rien. Tu t'en serais sorti sans moi. Elle partit, et le dispensaire devint silencieux. Léo se tenait toujours près de la porte, comme s'il hésitait à partir. Chloé s'approcha, le regarda. Léo, merci de t'être approché d'eux. C'était courageux. Stupide, tu voulais dire, sourit-il. Courageux, répéta-t-elle. Je n'aurais pas osé. Tu aurais osé. Tu as bien sauvé la louve. Seul, sans aide. Un silence s'installa entre eux. Chloé sentait son cœur battre la chamade, non pas à cause de l'émotion de la journée, mais à cause de la proximité de Léo, de son odeur de forêt, de fumée et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait définir. Chloé? Commença-t-il, une pointe d'incertitude dans la voix. Je voulais. Le téléphone dans la poche de Chloé vibra. Elle sursauta, sortit l'appareil, numéro inconnu. Allô, Chloé Dubois? C'est Marie-Laurent de l'administration du chef-lieu de canton. Il faudrait que vous veniez de toute urgence. Il y a des papiers à signer pour les nouvelles livraisons de médicaments. Mais il est déjà 18 heures. Oui, désolé, mais demain nous sommes fermés et les documents sont urgents. Chloé regarda Léo. Il détourna les yeux, comme s'il comprenait que le moment était perdu. D'accord, dit-elle dans le combiné. Je serai là dans une heure. Elle raccrocha, écarta les mains. Désolé, Léo. Le travail. Je comprends. Il hocha la tête et se dirigea vers la porte. Chloé, prends soin de toi. Toi aussi. Il partit, et Chloé resta debout au milieu du dispensaire vide, se demandant ce qu'il avait voulu dire, et pourquoi elle avait eu si peur d'entendre la réponse.
La route vers le chef-lieu de canton prit 40 minutes. Chloé conduisait sur la route enneigée, se remémorant la journée, les loups, la louve, Léo. Sa main sur son épaule, son regard. Mon Dieu, Chloé, tu es venue ici pour te reconstruire, pas pour tomber amoureuse du premier venu, se murmura-t-elle. Mais une chaleur persistait dans sa poitrine. À l'administration, elle fut accueillie par Marie-Laurent, une dame âgée au chignon impeccable et au regard sévère. Chloé Dubois, voici les documents. Signez ici, ici et ici. Chloé signait machinalement les papiers, jusqu'à ce que Marie-Laurent ajoute, au fait, nous avons une nouvelle. Une nouvelle médecin généraliste est arrivée dans la région. Jeune, jolie, de Paris. On dit que son mari est un gros bonnet. Ah, acquiesça Chloé distraitement. Très bien. Et on dit aussi qu'elle connaît Léo Mercier. Ils ont étudié ensemble à Paris ou quelque chose comme ça. Des gens l'ont vu l'accueillir à la gare. Chloé leva la tête. Léo, oui. Étrange, n'est-ce pas? Il ne parlait à personne depuis des années, et voilà qu'il accueille une Parisienne. On dit que c'est une beauté, blonde, mince comme un mannequin. Quelque chose de douloureux pinça le cœur de Chloé. Elle rendit les papiers signés. Voilà, c'est tout. Merci. Conduisez prudemment, la route est glissante. Sur tout le chemin du retour, Chloé se répétait qu'elle n'avait que faire de la vie personnelle de Léo Mercier. Absolument rien. C'était un homme adulte, il pouvait accueillir qui il voulait. Et de toute façon, elle n'était pas venue ici pour l'amour, mais pour la paix. Mais la paix s'était envolée. À sa place, il y avait de la colère, mêlée de dépit, et la conscience odieuse qu'elle était jalouse d'un homme avec qui elle n'avait rien et n'aurait rien. Idiote, dit-elle à son reflet dans le rétroviseur, et le reflet acquiesça en silence. Le lendemain, le village ne parlait que des événements de la veille. Les loups étaient devenus le principal sujet de conversation. Monique Rousseau jurait les avoir vus dès le matin à l'orée du bois. Jean Durand affirmait que c'était un signe, et Françoise Bernard de l'épicerie du village racontait à tout le monde que Chloé avait failli mourir en sauvant la bête. Allons, Françoise, se défendait Chloé en faisant ses courses. Personne n'est mort. J'ai juste aidé. Ma petite, tu es une héroïne. Voilà une fille courageuse. Pas comme certaines qui ne font que jacasser au téléphone. Par certaines, elle désignait Isabelle Petit, la commère locale qui travaillait comme postière et savait tout sur tout le monde. Isabelle se tenait justement près du comptoir et grimaça, l'héroïne s'est trouvée. Elle a sauvé un animal, mais la moitié du temps, elle n'aide pas les gens. Soit il n'y a pas de médicaments, soit elle annule ses consultations. Chloé serra les poings mais ne dit rien. Isabelle était une experte en provocation. Discuter avec elle était inutile. Mais Françoise Bernard ne se laissa pas faire. Isabelle, tu ferais mieux de te taire. Le mois dernier, tu es arrivée ici avec 42 fièvres. Et c'est Chloé qui t'a soigné toute la nuit. Elle t'a fait une piqûre d'antibiotiques. Et toi, l'ingrate. Isabelle renifla mais se tut. Chloé paya et sortit rapidement de l'épicerie. Son humeur était gâchée, mais une surprise l'attendait sur le perron. Léo, avec une brassée de bois. Salut, dit-il. Je pensais que tu n'avais plus de bois. J'en ai apporté. Léo, merci, mais j'en ai encore. Maintenant, tu en auras plus. Il sourit et commença à empiler le bois près de la remise. Chloé regardait ses mains travailler. Rapide, agile, habituée. Léo, commença-t-elle. Marie-Laurent m'a dit hier qu'il y avait une nouvelle médecin de Paris. On dit que tu l'as accueillie. Léo se figea un instant, puis hocha la tête. Oui, Sandrine. Nous étions ensemble à l'université. Sait-on. Chloé ne savait pas comment finir sa phrase. Ancienne camarade de promotion. Léo posa la dernière bûche, s'épousseta les mains. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Elle a appelé, m'a demandé de venir la chercher à la gare. Je l'ai fait. C'est tout. C'est tout? Répéta Chloé. Et il y avait dans sa voix quelque chose qui fit que Léo leva les yeux. Chloé, si tu me demandes s'il y a quelque chose entre nous, la réponse est non. Il n'y a jamais rien eu. Sandrine était dans ma promo, c'est tout.
Nous n'étions même pas amis, juste des connaissances. Ça m'est égal, mentit Chloé. Léo s'approcha. Vraiment? Vraiment. Elle détourna le regard, mais il lui toucha le menton, la forçant à le regarder. Chloé, tu mens très mal. Tu sais pourquoi? Parce que tu rougis. Je ne rougis pas. Si, tu rougis. Il était si proche qu'elle sentait la chaleur de son corps. Léo. Je voulais te dire hier soir, sa voix devint un murmure, que depuis que tu es arrivé, je pense à toi tout le temps. Et je sais que tu es venu ici pour panser tes blessures et je ne veux pas te brusquer, mais... Son téléphone sonna. Léo jura entre ses dents, sortit l'appareil. Oui. Compris. J'arrive dans 10 minutes. Il raccrocha, regarda Chloé. Désolé. Le travail. Mais on reprendra cette conversation. D'accord? Il partit, et Chloé resta près de la remise, les mains pressées contre ses joues. Elle brûlait. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Murmura-t-elle. Mais il n'y eut pas de réponse. Seulement le vent qui bruissait dans les branches des pins et la neige qui crissait sous les pas. Le soir même, Manon débarqua chez Chloé avec une bouteille de vin rouge et une tablette de chocolat. Chloé, fait-on ton exploit d'hier? Le sauvetage de la louve. Manon, quel exploit? J'ai juste fait ce que je devais faire. Oui, bien sûr, tu devais soigner des bêtes sauvages en dehors de tes heures de travail, au risque de te faire mordre. C'est écrit noir sur blanc dans ta description de poste. Chloé éclata de rire pour la première fois de la journée. D'accord, d'accord. Mais je ne bois pas. Allez, une petite gorgée pour te donner du courage. Du courage pourquoi? Manon se laissa tomber sur le canapé, servit 2 verres. Le courage de t'avouer que tu es tombée amoureuse de Léo Mercier. Manon, quoi? Chloé, je ne suis pas aveugle. Tu le regardes comme s'il était le dernier gâteau à la pâtisserie, et lui, il te dévore des yeux. Personne ne dévore personne. Si, si. Hier, quand les loups sont partis, il t'a pris par l'épaule. J'ai cru que vous alliez vous embrasser. Chloé attrapa un coussin et le lança sur Manon. Manon Lefebvre, arrête. Manon attrapa le coussin en ricanant. J'arrêterai si tu me dis la vérité. Il te plaît? Chloé se tut, puis dit doucement, il me plaît. Mais je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je sors à peine d'une relation, et c'était une relation de merde. Et je ne suis pas prête à prendre ce risque à nouveau. Chloé, mais Léo, ce n'est pas Nicolas. C'est évident. Au début, ils ne sont jamais des Nicolas. Chloé but une gorgée de vin, grimaça. Trop acide. Au début, ils sont tous gentils, attentionnés, disent les bons mots, et puis il s'avère qu'ils ont juste du sexe avec une collègue depuis 3 mois. Manon soupira, se rapprocha. Chloé, je comprends, mais si tu as peur toute ta vie, tu finiras seule. Et pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que tu ne donneras pas sa chance au bonheur. Et s'il s'avère être le même? Et s'il ne l'est pas? Chloé, je connais Léo depuis l'enfance. On était dans la même école. Il n'a jamais été un coureur de jupons. Il s'est marié avec Léa, il l'aimait à la folie. Et elle l'a quitté pour un avocat parisien qui lui a promis monts et merveilles. Léo n'est pas sorti de chez lui pendant 6 mois. On pensait qu'il allait sombrer dans l'alcool, mais non. Il s'est repris, il travaille, aide les gens et ne regardait plus les femmes. Jusqu'à toi. Chloé resta silencieuse, digérant ce qu'elle venait d'entendre. Et cette Sandrine, la nouvelle médecin? Demanda-t-elle doucement. Manon renifla. Sandrine Duval? Elle est mariée à un fonctionnaire de l'administration régionale. Elle est venue ici pour se divertir, par ennui. Elle a toujours ignoré Léo. Il lui paraissait trop simple. Et maintenant, elle a dû voir ce qu'il est devenu et elle a envie de jouer. Comment tu sais ça? Je l'ai déjà vu. Elle est venue à l'hôpital de campagne, pour se présenter. Toute pimpante, des talons aiguilles, un manteau de vison, un maquillage de magazine. Et ce regard. Elle toise tout le monde comme de la merde.
Peut-être que tu as des préjugés. Peut-être, mais mon intuition me dit, attends-toi au pire. Le lendemain, l'intuition de Manon se confirma. Sandrine Duval vint personnellement au village pour, comme elle le dit, tisser des liens avec les médecins locaux. Chloé la vit pour la première fois à 10 heures du matin, lorsqu'elle entra dans le dispensaire sur des talons qui laissèrent des marques sur le plancher. Manon n'avait pas menti. Sandrine était belle. Grande, mince, blonde, des traits parfaits et un sourire qui donnait envie de sourire en retour. Mais Chloé ne sourit pas. Quelque chose chez cette femme la mettait mal à l'aise. Trop de brillant, trop peu de sincérité. Bonjour. Vous devez être Chloé Dubois. Je suis Sandrine Duval, la nouvelle généraliste de l'hôpital de campagne. Enchantée de faire votre connaissance. Elle tendit une main gantée. Chloé la serra, notant une poignée ferme, presque masculine. Bonjour. Enchanté également. J'ai entendu parler de vous. On dit que vous avez sauvé une louve hier. Quel exploit. J'ai juste fait mon travail. Vous êtes modeste. C'est si charmant. Vous savez, je reviens tout juste de chez Léo Mercier. Nous sommes de vieux amis, nous avons fait nos études ensemble. Il m'a tout raconté sur vous. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Vraiment? Chloé s'efforça de rester impassible. Et qu'est-ce qu'il a raconté? Sandrine éclata d'un rire cristallin, magnifique. Que vous êtes courageuse, intelligente et très dévouée à votre métier. Il vous admire beaucoup. C'est gentil de sa part. Vraiment? J'ai eu l'impression qu'il était amoureux de vous. Sandrine dit cela avec légèreté, comme si elle parlait de la météo. Mais je me trompe peut-être. Léo a toujours été réservé. Chloé sentit ses épaules se raidir. Cette femme testait clairement sa réaction. Léo et moi sommes simplement des collègues, dit-elle d'un ton neutre. Oh, vraiment? C'est dommage, c'est un homme bien. Dommage que son mariage ait si mal fini. Quoique, d'un autre côté, Léa ne l'a jamais aimé. Elle a toujours été, comment dire, calculatrice, et Léo est un romantique. Ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Sandrine parlait, et Chloé écoutait et comprenait, cette femme jouait un rôle. Chaque mot était calculé, chaque phrase avait un but. Mais lequel? Sandrine, en quoi puis-je vous aider? Décida Chloé de passer aux choses sérieuses. Oh, en rien. Je voulais juste faire votre connaissance et, bien sûr, proposer une collaboration. Vous savez, j'ai récemment ouvert un cabinet privé dans la région, consultation, procédure. Si vous avez des patients qui nécessitent une aide qualifiée, envoyez-les-moi. Je leur ferai une réduction. Chloé hocha la tête. Merci. J'en tiendrai compte. Au fait, Sandrine sembla se souvenir de quelque chose, saviez-vous que Léo voulait m'épouser, autrefois? Le monde s'arrêta un instant. Quoi? Oui, c'était il y a 10 ans. Nous étions étudiants. Il m'a demandé en mariage, mais j'ai refusé. Je sortais déjà avec mon futur mari à l'époque. Et Léo? Eh bien, il était triste, bien sûr, mais ensuite il a rencontré Léa et il a semblé s'en remettre. Sandrine souriait, et Chloé sentit un malaise grandir en elle. Intéressant, parvint-elle à dire. Léo ne l'a jamais mentionné. Il n'aime pas beaucoup parler du passé. Mais je pense que vous devriez le savoir. Après tout, s'il se passe quelque chose entre vous, il vaut mieux connaître l'histoire de la personne, n'est-ce pas? Sandrine se leva, ajusta son manteau. Bon, il faut que je parte. C'était un plaisir de vous rencontrer, Chloé. J'espère que nous deviendrons amis. Elle partit, laissant derrière elle une odeur de parfum de luxe et une sensation d'inquiétude. Chloé s'assit, la tête entre les mains. C'était quoi, ça? Murmura-t-elle. Manon sortit de l'arrière-salle. Elle avait apparemment tout entendu. C'était un marquage de territoire, Chloé. Elle est venue marquer son territoire. Léo est son territoire, et elle ne veut pas que tu t'en approches. Mais elle est mariée, s'indigna Chloé. Et alors? Ça ne lui plaît tout simplement pas que quelqu'un d'autre puisse avoir ce qu'elle a refusé. Il y a des femmes comme ça, elles n'en veulent pas, mais ne le laisseront pas aux autres.
Chloé secoua la tête. Mon Dieu, c'est sans fin. Pourquoi y a-t-il toujours quelqu'un pour se mêler de la vie des autres? Parce que les gens sont des cons, remarqua philosophiquement Manon. Mais pas tous. Léo, par exemple, ne l'est pas. Comment le sais-tu? Peut-être qu'il est toujours amoureux d'elle. Chloé, tu es intelligente. Tu as vu comment il te regarde. Ce n'est pas le regard d'un homme qui en aime une autre. Chloé voulait y croire, mais ne le pouvait pas. Les mots de Sandrine s'étaient incrustés en elle. Et si c'était vrai? Si Léo ne s'était jamais remis de son ancien amour? Le soir, Léo vint la voir. Sans appeler, il frappa simplement à la porte. Chloé ouvrit, en voyant son visage, comprit qu'il savait. « Sandrine est venue te voir ?» demanda-t-il sans préambule. « Elle est venue. » Qu'est-ce qu'elle a dit? Chloé haussa les épaules. Elle s'est présentée, a proposé une collaboration. Seulement ça? Elle hésita, puis décida, il fallait connaître la vérité. Et elle a dit que tu lui avais demandé de l'épouser. Léo ferma les yeux, expira. Mon Dieu, Chloé, c'était il y a 10 ans. J'étais un jeune idiot qui pensait être amoureux. Mais ce n'était pas de l'amour, juste une amourette, un engouement. Elle a refusé, et 1 mois plus tard, j'étais même content, j'ai compris que nous n'étions absolument pas faits l'un pour l'autre. Et puis tu as épousé Léa. Oui. Et je l'ai aimée, pour de vrai. Ça, c'était de l'amour. Mais avec Sandrine. Chloé, ce n'était rien. Une bêtise de jeunesse. Il s'approcha, prit ses mains dans les siennes. Pourquoi t'a-t-elle dit ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle voulait me prévenir. Te prévenir. Léo sourit. Elle voulait te faire peur. Sandrine n'a pas changé. Toujours la même manipulatrice. Tu sais pourquoi elle m'a refusé à l'époque? Parce que je n'étais personne, un étudiant sans argent ni perspective. Et son mari est un fonctionnaire avec des relations. Mais maintenant qu'elle voit que je suis heureux, ou que je pourrais l'être, ça ne lui plaît pas. Elle ne veut pas que je sois heureux avec quelqu'un d'autre. Tu es heureux? Demanda doucement Chloé. Léo la regarda dans les yeux. Je pourrais l'être, si tu me donnais une chance. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Léo, je ne sais pas si je suis prête. J'attendrai. Sa voix était douce, chaude. Autant de temps qu'il faudra, j'attendrai. Mais Chloé, ne laisse pas Sandrine gâcher ce qui pourrait exister entre nous. Elle n'en vaut pas la peine. Il se pencha, posa ses lèvres sur son front, un baiser léger, presque immatériel, et sortit. Chloé resta debout, une main sur l'endroit où elle sentait encore la chaleur de ses lèvres. Mon Dieu, que faire? Murmura-t-elle dans le vide. Les jours suivants se déroulèrent dans une tension étrange. Sandrine ne réapparut pas, mais sa présence se faisait sentir à travers les rumeurs que propageait Isabelle Petit. On disait que Sandrine et Léo se voyaient, qu'elle était souvent chez lui, qu'ils pourraient peut-être renouer. Chloé essayait de ne pas y prêter attention, mais chaque fois que quelqu'un mentionnait leur nom ensemble, quelque chose se serrait en elle. Manon était furieuse. Chloé, c'est Isabelle qui invente tout. Elle répand des rumeurs exprès parce que Sandrine la paie. Comment tu le sais? Je l'ai vue hier sortir de la voiture de Sandrine, avec un paquet. Elle a clairement reçu un pot de vin. Mais les rumeurs faisaient leur effet. Les gens du village commencèrent à regarder Chloé avec pitié, du genre, elle est venue, elle espérait trouver le bonheur, et voilà qu'une rivale débarque. Chloé détestait ces regards. Elle n'avait pas l'habitude d'être un objet de compassion et décida d'agir. Manon, dit-elle un matin, il faut que je parle à Léo. Comme des adultes. Voilà qui est bien. Va, dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Je ne vais rien lui dire. Je vais juste lui demander si c'est vrai qu'il voit Sandrine. Et s'il dit oui, alors. Alors je m'effacerai. Je ne me mêlerai pas de leurs affaires. Manon la saisit par les épaules. Chloé, t'es folle? Tu l'aimes. Je ne l'aime pas. Si, tu l'aimes. Manon, je le connais depuis 1 mois. Et alors?
L'amour ne se mesure pas au calendrier. Chloé se rendit chez Léo le soir. Sa maison de campagne se trouvait à l'orée de la forêt, petite, en bois, avec des volets sculptés. De la lumière filtrait par les fenêtres et de la fumée s'échappait de la cheminée. Elle frappa, et Léo ouvrit presque aussitôt. En la voyant, il sourit. « Chloé, entre. » Elle entra, regarda autour d'elle. Il faisait chaud à l'intérieur. Une odeur réconfortante de bois et de bœuf bourguignon flottait dans l'air. « Désolé de venir sans prévenir. »« Tu peux toujours venir sans prévenir. » Il ferma la porte. « Un thé, un café ? » ?»« Non, merci, Léo. J'ai besoin de te demander quelque chose. » »« Je t'écoute. »« Tu vois Sandrine ?» Léo se figea, puis secoua la tête. « Qui t'a dit ça ? » ?»« La moitié du village en parle. »« La moitié du village dit des bêtises. »« Donc, non. » ?»« Chloé, non. Je l'ai vue 2 fois. La première fois à la gare. La deuxième, quand elle est venue chez moi pour me demander de l'aider à trouver un travail. J'ai refusé. On ne s'est plus revus. Elle est venue chez toi. Chloé sentit la jalousie monter. Oui, pour 10 minutes. Je ne l'ai pas laissé dépasser le seuil. Pourquoi ? Parce que je ne veux rien avoir à faire avec elle. Chloé, je te l'ai dit, Sandrine, c'est du passé, et un passé très désagréable. Il s'approcha, prit ses mains. Pourquoi écoutes-tu les rumeurs ? Pourquoi n'es-tu pas venu me voir tout de suite ? Je ne sais pas. J'ai eu peur, je suppose. Peur de quoi ? Que tu la choisisses à nouveau. Comme Nicolas a choisi Valérie. Léo serra ses mains plus fort. Chloé, je ne suis pas Nicolas et tu n'es pas Léa. Nous sommes des personnes différentes avec des histoires différentes. Et si tu nous donnes une chance, je te prouverai que tous les hommes ne sont pas les mêmes. Comment le prouveras-tu ? Comme ça. Il l'attira à lui et l'embrassa. Doucement, tendrement, mais avec insistance. Chloé se figea une seconde, puis répondit à son baiser. Et à cet instant, tout devint clair. Elle était amoureuse. Éperdument, jusqu'à en avoir les genoux qui tremblent, amoureuse de ce garde-chasse silencieux aux yeux sérieux et aux mains chaudes. Quand ils se séparèrent, Léo souriait. « C'est convaincant, murmura-t-elle. Ce n'est pas tout. » Il la serra dans ses bras. « Chloé, je veux être avec toi, pas comme une connaissance, pas comme un ami, mais comme un homme avec une femme. Tu comprends ? Je comprends, mais j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais essayons. Elle hocha la tête, enfouissant son visage dans son torse. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés, écoutant le crépitement du bois dans le poêle et le tic-tac de l'horloge murale. Et quelque part au chef-lieu de canton, Sandrine Duval buvait un vin cher et planifiait son prochain coup. Elle n'avait pas l'habitude de perdre. Le mois suivant fut comme un conte de fées. Léo et Chloé essayèrent de cacher leur relation au village, non par honte, mais parce que Chloé ne voulait pas de commérages inutiles. Mais dans ce village, les secrets ne durent pas. Au bout d'une semaine, tout le monde savait que le médecin et le garde-chasse sortaient ensemble. Monique Rousseau jurait les avoir vus s'embrasser dans la cour de Léo. Françoise Bernard se réjouissait. C'est bien. Il était temps que Léo refasse sa vie. Et Isabelle Petit sifflait méchamment que les citadines venaient piquer les hommes des locales. Chloé apprit à ne pas y prêter attention. Avec Léo, tout était simple. Il n'exigeait pas d'explication. Quand elle se refermait sur elle-même après un énième appel de Nicolas, qui tentait toujours de la récupérer, il était simplement là, silencieux, fiable, chaleureux. Il se promenait dans la forêt. Il lui montrait les endroits où vivaient les cerfs et les sangliers, lui parlait des arbres et des traces d'animaux. Chloé écoutait et comprenait, c'était lui, son homme, pas parfait, mais vrai. Mais le conte de fées ne pouvait durer éternellement. Sandrine n'avait pas l'intention de renoncer. Début mars, elle réapparut au village, cette fois avec son fils, un petit garçon blond de 5 ans dans une doudoune de marque. C'est Hugo, le présenta Sandrine en passant au dispensaire. Mon fils. Hugo, dit bonjour à tante Chloé. Le garçon hocha docilement la tête, mais ses yeux étaient tristes. Bonjour, Hugo.
Chloé s'accroupit pour être à sa hauteur. Comment ça va? Bien, répondit-il doucement. Sandrine rit. Il est timide. Chloé, je pensais, peut-être que vous pourriez venir dîner chez nous avec Léo. Je loue un gîte luxueux juste à côté. On pourrait passer la soirée à discuter. Merci, mais nous sommes très occupés. Oh, vraiment? Léo m'a dit hier qu'il passerait avec plaisir. Chloé sentit son cœur se serrer. Léo lui avait dit. Oui. Je l'ai appelé, je l'ai invité. Il a accepté, a dit qu'il en discuterait avec vous. Elle ment. Chloé le sentait. Sandrine mentait. Mais le doute était semé. Le soir, elle interrogea Léo. Sandrine t'a invité à dîner. Léo leva les yeux de son livre. Oui. Elle a appelé hier. Et tu as accepté? J'ai dit que j'y réfléchirais, mais je n'ai pas grand-chose à réfléchir, je n'irai pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que ce n'est pas important. Chloé, qu'est-ce que tu as encore? Rien, je demande juste. Il posa son livre, s'approcha d'elle. Chloé, elle joue avec toi, elle essaie de nous séparer. Tu ne le vois pas? Je le vois. Mais pourquoi fait-elle ça? Elle est mariée, elle a un enfant. Parce qu'elle s'ennuie. Parce qu'elle a l'habitude de manipuler les gens. Parce que... Il se tue. Parce que quoi? Insista Chloé. Parce qu'elle a toujours voulu ce qu'elle ne pouvait pas avoir. Autrefois, j'étais inaccessible pour elle, trop pauvre, trop simple. Maintenant, je suis inaccessible différemment, parce que j'en aime une autre. Et ça la rend folle. Tu m'aimes? Demanda doucement Chloé. Léo la regarda d'une manière qui lui coupa le souffle. Je t'aime. Depuis le premier jour où je t'ai vu. Quand tu es arrivé au village, que tu es descendu du car régional avec une seule valise et un air perdu. J'ai pensé, voilà, c'est elle, ma femme. Et j'avais raison. Chloé sentit les larmes lui monter aux yeux. Léo, je... Ne dis rien. Il la serra dans ses bras. Je sais que tu as encore peur, mais je te prouverai que tu peux avoir confiance. Je te le promets. Mais l'épreuve n'allait pas tarder. 2 jours plus tard, un drame frappa le village. Dans un hameau voisin, une maison brûla. 2 personnes périrent. Chloé et Manon furent de garde pendant 24 heures, accueillant les victimes de brûlures et d'intoxication au monoxyde de carbone. Léo aida à évacuer les gens. Tout le monde était sur le pont, il ne restait pas de temps pour les affaires personnelles. Et Sandrine profita du moment. Elle se rendit dans le village incendié, prétendument pour aider, distribuant des médicaments, consolant les gens, et toujours, à côté de Léo. Isabelle Petit, qui était également venue répandre les nouvelles, prenait des photos avec son téléphone. Sandrine et Léo, côte à côte. Elle lui touche le bras. Il lui dit quelque chose, elle rit. Les photos parvinrent à Chloé par l'intermédiaire d'Isabelle elle-même. Chloé, regardez comme ils sont mignons. On dirait un couple. Chloé regardait l'écran du téléphone et sentait un froid glacial l'envahir. Sandrine à côté de Léo, belle, soignée, lui souriant. Et lui, que faisait-il? Lui souriait-il en retour? Non, pas vraiment, mais il ne la repoussait pas non plus. Manon arracha le téléphone des mains d'Isabelle. C'est du Photoshop, tu ne vois pas? Sandrine s'est mise exprès comme ça. Mais Chloé n'écoutait déjà plus. Elle se souvint de Nicolas, qui se tenait exactement de la même manière à côté de Valérie lors d'une fête d'entreprise, lui souriant, et elle, Chloé, pensait, ce n'est rien, ce sont juste des collègues. 1 mois plus tard, elle trouvait leurs photos au lit. Chloé, ce n'est pas ce que tu crois, criait Manon alors que Chloé faisait ses valises. Comment sais-tu ce que je pense? Je le sais. Tu penses que Léo t'a trahi, comme ce salaud de Nicolas. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'en sais rien, Manon. Personne n'en sait rien. Chloé, au moins, appelle-le. Par lui. Je ne veux pas. Mon Dieu, tu es si têtu. Chloé jeta un dernier pull dans son sac, ferma la fermeture éclair. Je pars pour quelques jours. Pour faire une pause.
Tu t'en sortiras seul? Je m'en sortirai. Mais tu ne devrais pas. Je suis juste fatigué, Manon. De tout ce cirque. Elle partit pour le chef-lieu de canton, loua une chambre dans un petit hôtel de campagne et passa 2 jours à fixer le plafond en se demandant ce qui n'allait pas chez elle. Pourquoi se retrouvait-elle toujours dans de telles situations? Son téléphone sonnait sans cesse. Léo appela une dizaine de fois, envoya des messages. Chloé ne répondit pas. Le 3e jour, Manon appela. Sa voix tremblait. Chloé, il faut que tu reviennes. Pourquoi? Reviens, c'est tout. S'il te plaît. Manon, qu'est-ce qui se passe? Chloé, reviens. Manon pleurait. C'est Léo, il. Le cœur de Chloé fit un bond. Qu'est-ce qu'il y a avec Léo? Il est à l'hôpital. Il s'est fait agresser en forêt. Ils l'ont tabassé. Le monde bascula. Quoi? Qui? On ne sait pas. On l'a trouvé dans sa cour, dans une mare de sang. Ils ont appelé une ambulance, l'ont emmené. Chloé, il te réclame. Chloé arriva à l'hôpital 1 heure plus tard. Léo était dans une chambre, le visage couvert de bleu, un bras dans le plâtre. En la voyant, il tenta de sourire, mais grimaça. Sa lèvre était fendue. Salut, Chloé. Léo, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'assit au bord du lit, toucha doucement sa main. Je ne sais pas. Je suis rentré chez moi le soir, j'ai ouvert la porte et quelqu'un m'a frappé par derrière. Je me suis réveillé dans l'ambulance. Qui a pu faire ça? La gendarmerie enquête. Ils pensent que ce sont des braconniers. J'en ai attrapé plusieurs récemment, j'ai dressé des procès-verbaux. Peut-être qu'ils ont voulu se venger. Chloé serra sa main. Pardonne-moi. Pourquoi? De ne pas avoir répondu à tes appels. D'avoir fui. Chloé, je comprends. Sandrine t'a eu. Elle a tout le monde. Léo, ses photos. Je sais, je les ai vues. Isabelle les a montrées à tout le monde. Chloé, elle s'est placée exprès pour qu'on ait l'air d'être ensemble. Je ne lui ai même pas vraiment parlé, je lui ai juste passé une civière avec un blessé. C'est tout. Je suis une idiote. Non, tu es juste effrayée. Mais, Chloé, si à chaque fois on doute l'un de l'autre à cause des paroles des autres, ça ne marchera jamais entre nous. Je sais. Pardonne-moi. Léo l'attira à lui d'une seule main, l'embrassa sur le haut du crâne. Ne t'excuse pas. Reste juste à mes côtés. D'accord? Elle hocha la tête, enfouissant son visage dans son torse. Et à ce moment, Sandrine entra dans la chambre avec un bouquet de roses et un sourire radieux. Léo, salut. J'ai appris qu'on t'avait agressé, je suis venu en courant. Comment vas-tu? En voyant Chloé, son sourire s'élargit encore. Oh, Chloé est là aussi. Comme c'est mignon. Une visite familiale. Chloé se leva, regarda Sandrine d'un long regard évaluateur, et à cet instant, quelque chose fit-il dans sa tête. Elle se souvint des paroles de Manon sur la vengeance, la manipulation, se souvint comment Sandrine apparaissait toujours au bon moment, comment elle semait habilement le doute, et posa la question qui lui brûlait les lèvres. Sandrine, où est votre mari? Sandrine cligna des yeux. Quoi? Votre mari. Le fonctionnaire de l'administration. Où est-il? Il travaille au chef-lieu de canton. Pourquoi? Juste par curiosité. Vous êtes si souvent ici, et lui non. Il ne s'ennuie pas de vous? Le sourire de Sandrine devint tendu. Nous sommes des adultes, chacun a sa vie. Je vois. Et comment réagit-il au fait que vous passiez autant de temps avec Léo? Cette fois, Sandrine pâlit. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Je me demande simplement si votre mari sait ce que vous faites ici. Léo se redressa sur son lit. Chloé, qu'est-ce que tu... Léo, laisse-moi une minute. Chloé ne quittait pas Sandrine des yeux. Alors, il le sait? Bien sûr qu'il le sait. Je lui raconte tout. Vraiment? Alors, appelons-le tout de suite et demandons-lui. Sandrine attrapa son sac à main.
Je ne vais pas tolérer ces accusations. Léo, remets-toi bien. Elle sortit en trompe de la chambre, et Chloé expira. Piégée. Chloé, qu'as-tu fait? Demanda Léo, stupéfait. Je l'ai mise au pied du mur. Léo, j'ai travaillé avec des gens comme ça à Paris. Elle ment à propos de son mari. Soit ils sont en instance de divorce, soit il n'est pas au courant de ces jeux. Et elle s'amuse ici, manipule les gens. Manon, qui se tenait dans le couloir, avait tout entendu et renifla, c'est sûr, j'étais à l'hôpital de campagne aujourd'hui. Les infirmières papotaient. Elles disent que le mari de Sandrine l'a quitté depuis longtemps, il a demandé le divorce. Elle ne veut juste pas l'admettre. Tu vois. Chloé se rassit sur le lit. Léo la regardait avec admiration. Chloé, tu es incroyable. Je suis juste fatigué de supporter ça. Je t'aime. Et moi aussi. Ils s'embrassèrent, sans prêter attention au ricanement satisfait de Manon. Mais Sandrine n'allait pas abandonner. Une semaine plus tard, à sa sortie de l'hôpital, Léo découvrit que les vitres de sa voiture avaient été brisées. Puis, quelqu'un creva ses pneus. La gendarmerie haussait les épaules. Pas de preuves, pas de témoins. Chloé comprenait, c'était Sandrine. Elle se vengeait, mais il était impossible de le prouver. Léo, peut-être devrais-tu lui parler? Proposa Chloé un soir. Lui parler de quoi? Elle est folle. Alors je lui parlerai moi-même. Léo la saisit par le bras. Chloé, non. Elle est dangereuse. Je n'ai pas peur. Mais moi, j'ai peur pour toi. Mais Chloé avait déjà pris sa décision. Elle se rendit chez Sandrine le lendemain. Celle-ci ouvrit la porte en peignoir de soie, un verre de vin à la main. Oh, Chloé! Quelle surprise! Des problèmes? Je peux entrer? Sandrine haussa les épaules. Entrez. Le gîte luxueux était meublé avec goût mais sans chaleur, comme une chambre d'hôtel. Chloé s'assit sur le canapé, regarda Sandrine dans les yeux. Assez. Assez de quoi? De jeu, de manipulation, de dégradation. Assez. Sandrine éclata de rire. De quoi parlez-vous? Du fait que c'est vous qui avez brisé la voiture de Léo et crevé ses pneus. Et je pense que c'est aussi vous qui êtes derrière son agression. Sandrine cessa de rire. Prouvez-le. Je ne pourrai pas. Mais je le sais. Et vous savez que je le sais. Sandrine, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi tout ça? Sandrine but une gorgée de vin, posa son verre. Vous voulez la vérité? J'avais besoin de me prouver que j'en étais encore capable, que je n'avais pas perdu la main. Léo m'a aimé autrefois. Je l'ai refusé, mais c'était une erreur. Et maintenant, quand je le vois heureux avec vous, c'est insupportable. Vous comprenez? Insupportable. Vous êtes malade. Peut-être. Ou peut-être simplement seul. Mon mari m'a quitté. Mon fils me déteste. Le travail est une formalité. J'ai pensé, pourquoi Léo ne pourrait-il pas revenir vers moi, pourquoi vous a-t-il choisi, vous, et pas moi? Parce que je l'aime, dit Chloé. Pas comme une idée, pas comme une preuve de ma propre valeur, mais je l'aime simplement pour ce qu'il est. Et vous, vous ne l'avez jamais aimé. Vous n'avez jamais aimé que vous-même. Sandrine serra les poings. Sortez. Avec plaisir. Mais avant de partir, je vous préviens, s'il arrive encore quelque chose à Léo, à ses biens ou à moi, je trouverai un moyen de prouver votre culpabilité. Et alors vous perdrez non seulement votre travail, mais aussi votre fils, parce que la justice ne laissera pas un enfant à une mère psychologiquement instable. Sandrine pâlit. Vous n'oserez pas. J'oserai. Je viens de Paris, vous vous souvenez? Là-bas, j'ai eu affaire à des gens pires que vous et je sais comment les combattre. Chloé se leva, se dirigea vers la porte. Chloé! L'appela Sandrine. Vous l'aimez vraiment? Vraiment. Alors prenez soin de lui. Il le mérite. Dans sa voix, il y avait quelque chose qui ressemblait à un regret sincère. Chloé hocha la tête et sortit. Quand elle raconta à Léo leur conversation,
il la serra dans ses bras, « Tu es folle. Aller la voir seule, c'était dangereux. » Mais ça a marché. Plus rien n'arriva. Et en effet, Sandrine disparut. Son gîte fut vidé, sa voiture n'était plus là. Isabelle Petit annonça avec déception que la doctoresse parisienne était retournée dans la capitale pour demander pardon à son mari. Chloé se sentit soulagée. Peut-être que la paix allait enfin arriver. Mais la vie lui réservait une nouvelle surprise. En mai, une femme arriva au village avec une fillette d'environ 6 ans. Grande, mince, le visage fatigué. Elle s'installa chez Monique Rousseau et, le lendemain, vint au dispensaire. « Bonjour. Vous êtes Chloé Dubois ? » ? « Oui. »« En quoi puis-je vous aider ? » ? « Je suis Léa. » L'ex-femme de Léo. Le monde s'arrêta un instant. Chloé regardait cette femme et comprenait, c'était elle, la fameuse Léa qui avait brisé le cœur de Léo. « Bonjour », parvint-elle à dire. « Que voulez-vous ? » ?»« Parler de Léo. »« Et de ma fille. »« Votre fille ? » ?»« Oui, c'est Emma, sa fille. Elle a 6 ans, et elle veut vraiment voir son père. » Chloé s'affaissa sur une chaise. « Léa, je ne sais pas quoi dire. Je comprends, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai quitté Léo il y a 5 ans. C'était mon erreur. Je pensais que la vie à Paris avec un homme riche était le bonheur, mais ça s'est avéré être un enfer. Il buvait, me battait, n'a pas reconnu Emma comme sa fille. Il y a 1 an, je l'ai fui, mais il me restait des dettes, des problèmes. Je pensais revenir vers Léo, demander pardon, mais j'ai appris qu'il avait quelqu'un. Vous. Léa, je. Ne dites rien. Je ne vais pas essayer de vous le prendre. Je veux juste qu'Emma voie son père. Elle mérite de le connaître. Et ensuite ? Ensuite, ce sera à lui de décider s'il est prêt à me pardonner. Chloé regarda la petite fille aux cheveux sombres et aux yeux bruns sérieux. Le portrait craché de Léo. Léa, je ne peux pas prendre cette décision à sa place. Vous devez lui parler. J'ai peur. Il doit me détester. Je ne sais pas. Mais Emma. Emma a droit à un père. Léa hocha la tête, prit la main de sa fille. Merci. Je vais essayer de trouver le courage. Elles partirent, et Chloé resta assise, les mains sur les tempes. Que faire maintenant ? Le dire à Léo ? Se taire ? Elle ne savait pas. Le soir, Léo l'apprit de lui-même. Léa était allée chez lui. Il appela Chloé. Sa voix tremblait. Chloé, viens, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Elle arriva 10 minutes plus tard. Léo était assis sur le perron, la tête entre les mains. Emma se tenait à côté, agrippée à la jupe de sa mère. Léa pleurait. Léo. Chloé s'approcha, toucha son épaule. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il leva la tête, les larmes aux yeux. J'ai une fille. 6 ans, et je ne le savais pas. Elle ne te l'a pas dit. Non. Elle est partie alors qu'elle était enceinte. Elle pensait que l'enfant était de ce Parisien, mais elle a fait un test ADN récemment, et il s'est avéré que c'était la mienne. Et elle est venue. Chloé s'assit à côté de lui, le serra dans ses bras. Léo, c'est merveilleux. Tu as une fille. Merveilleux, Chloé. J'ai raté tant de choses. 6 ans. Ses premiers pas, ses premiers mots, sa première journée à l'école. Mais maintenant, tu peux rattraper ça, être là. Léo, elle est ici, et elle veut te connaître. Il regarda Emma. Elle le fixait de ses grands yeux effrayés. Léo se leva, s'approcha d'elle, s'accroupit. Salut, Emma. Je suis ton papa. La fillette se tut, puis dit doucement, maman a dit que tu es gentil. Je vais essayer d'être gentil pour toi. Tu ne nous chasseras pas ? Jamais. Emma se jeta à son cou, et Léo la serra fort, comme s'il avait peur de la laisser partir. Léa pleurait à chaudes larmes, Chloé essuyait ses propres larmes. C'était douloureux, étrange, mais juste. Ensuite, ils parlèrent longtemps. Léo, Léa et Chloé. Léa s'excusait,
expliquait, pleurait. Léo resta silencieux, puis dit, « Je ne peux pas te pardonner tout de suite, mais pour Emma. J'essaierai. Tu peux rester au village si tu veux. Trouver un travail, t'installer. Emma sera près de moi. » Merci, murmurait Léa. Merci, Léo. Chloé était assise à l'écart, se sentant de trop. Mais Léo lui prit la main. Chloé, ne pars pas, s'il te plaît. Léo, ce sont vos affaires de famille. Tu es ma famille, et je veux que tu sois là. Léa les regarda, sourit tristement. Vous vous aimez. Ça se voit. Léo, je suis contente que tu aies trouvé le bonheur, même si ce n'est pas avec moi. Les mois suivants furent compliqués. Léa trouva un travail comme institutrice à l'école primaire du village. Emma alla à l'école maternelle. Chaque week-end, elle le passait avec Léo. Chloé essayait de ne pas être jalouse, mais c'était parfois difficile de voir Léo s'occuper de sa fille, de voir Léa le regarder avec nostalgie. Mais Léo était honnête. Chloé, je t'aime. Léa, c'est le passé. Emma est ma fille, et je serai son père. Mais tu es ma future femme, si tu acceptes. Femme. Chloé se figea. Oui. Je veux que tu deviennes ma femme. Pas maintenant, pas demain, quand tu seras prête. Mais je veux que tu saches que mes intentions sont sérieuses. Le mariage eut lieu en automne. Simple, villageois, avec de l'accordéon et une pièce montée de crêpes préparée par Monique Rousseau. Manon était témoin, et Emma, la petite demoiselle d'honneur. Léa vint avec un bouquet, les félicita, leur souhaita sincèrement du bonheur. Chloé regarda Léo, debout à ses côtés, et comprit, c'était ça, son bonheur. Pas parfait, avec des cicatrices du passé, mais vrai. Nicolas envoya un message le jour du mariage, « Félicitations. J'espère que tu es heureuse. » Elle répondit, « Je suis heureuse. Pour la première fois depuis longtemps. » Et c'était la vérité. Et en hiver, quand la neige recouvrit à nouveau le village, Chloé se promenait dans la forêt avec Léo et Lévi soudain. Les loups. La meute se tenait à l'orée du bois, le chef en tête. À côté de lui, la louve, celle qu'elle avait sauvée un an auparavant. Sur sa patte, une cicatrice à peine visible, mais elle courait, jouait avec les louveteaux, était vivante et en bonne santé. La louve leva la tête, regarda Chloé d'un long regard attentif. Puis elle se retourna et courut rejoindre la meute dans la forêt. Léo serra Chloé par les épaules. Elle se souvient de toi. Tu crois? J'en suis sûr. Les animaux n'oublient pas le bien. Les gens non plus, dit doucement Chloé. Pas tous, mais certains. Ils restèrent là, enlacés, regardant la forêt où la meute avait disparu. La neige tombait à gros flocons, les arbres bruissaient. Et dans ce silence, il y avait tout, le pardon, l'amour, l'espoir. 5 ans passèrent. Chloé et Léo vivaient toujours au village. Ils eurent un fils, Tom, un garçon vif avec l'entêtement de sa mère et les yeux de son père. Emma avait grandi, était devenue une grande sœur, aidait avec son frère. Léa avait trouvé son propre bonheur, s'était mariée avec Lucas, l'infirmier de l'hôpital de campagne. Il l'adorait, ainsi qu'Emma, et était un excellent beau-père. Manon aussi avait refait sa vie, avait rencontré un ambulancier, un homme bâti comme une armoire à glace mais avec un cœur d'or. Isabelle Petit avait arrêté les commérages. Après que Chloé eut aidé sa fille lors d'un accouchement difficile, elle avait changé sa colère en bienveillance. Monique Rousseau, Françoise Bernard et Jean Durand devinrent les parrains et marraines de Tom. Le village vivait comme une communauté, tous unis. Quant à Sandrine, personne n'en entendit plus parler. On disait qu'elle était partie à l'étranger avec un nouveau mari. Chloé pensait parfois à elle, non avec colère, mais avec pitié. Sandrine n'avait jamais compris que le bonheur ne réside pas dans les manipulations et les jeux, mais dans les choses simples, dans la main d'un être cher, dans le rire d'un enfant, dans un foyer chaleureux. Nicolas écrivit aussi quelquefois, demandant pardon, disant qu'il avait tout compris, qu'elle avait eu raison. Chloé répondait brièvement, « Je te pardonne. Sois heureux. » Parce que garder de la rancune, c'est s'empoisonner soi-même. Et elle n'avait pas de temps pour ça. La vie était trop belle pour la gâcher avec de vieilles blessures. Un soir d'hiver,
Alors que Tom dormait déjà et qu'Emma faisait ses devoirs, Chloé était assise à la fenêtre, regardant la neige. Léo s'approcha par derrière, l'enlaça. « À quoi tu penses ? Oh Lou. Tu te souviens de cet hiver-là ? Comment l'oublier ? C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a changé, le corrigea-t-elle. Tu sais, je me dis parfois, et si je n'avais pas aidé cette louve ? Si je n'avais pas pris le risque ? Je ne sais pas. Mais tu as pris le risque, parce que tu es comme ça. Tu ne peux pas passer à côté sans rien faire. Une idiote, donc. Mon idiote. Ils rirent, et dans ce rire, il y avait tout, le passé, le présent, le futur. Et quelque part dans la forêt, sous un ciel étoilé, courait une meute de loups, libres, sauvages, magnifiques. Et la louve à la patte cicatrisée courait en tête, menant sa famille vers de nouvelles aurores. Parce que la vie, ce n'est pas d'éviter les blessures. C'est, malgré les blessures, de continuer à courir, vers la lumière, vers l'amour, vers chez soi.